Une promesse éclate lorsqu'un pays en guerre tente malgré tout de se relever. Dans un Burkina Faso fracturé par la peur et l'incertitude, un geste inattendu inverse le rapport de force et replace la solidarité au centre du pouvoir, bouleversant les codes d'un leadership d'État confronté au chaos. Que signifie pour chacun de nous le choix d'Ibrahim Traoré lorsque l'avenir paraît suspendu? Une brèche s'ouvre vers une cohésion retrouvée. La promesse centrale repose sur une idée simple. Lorsqu'un pays vacille, la solidarité devient un instrument de stabilité autant qu'un horizon politique. Cette approche propose un bénéfice clair pour le public. Comprendre en 10 à 12 mots comment un geste humain peut reconfigurer la trajectoire d'une nation en crise. Si les réformes sociales, le soutien aux familles des soldats et la restauration du lien entre l'armée et la population trouvent un écho si puissant, c'est parce qu'elles repositionnent la guerre non plus comme une mécanique militaire, mais comme une expérience collective où chaque citoyen peut représenter une part de la solution. Il est important de noter que ce déplacement du centre de gravité, du pouvoir vers l'humain, accroît les enjeux. La réussite dépendra de la capacité de la nation à maintenir cette cohésion fragile dans un contexte encore violent. C'est ici que Nam Stakes et Koué Toin Bo Kochuyen. Si ce pari échoue, le pays risque de retomber dans un cycle de fragmentation. S'il réussit, une nouvelle forme de résilience pourrait émerger. Une bascule discrète mais décisive apparaît lorsqu'un simple programme social, touchant plus de 10 000 familles, commence à reconfigurer la manière dont un pays perçoit le sacrifice et la responsabilité collective. Cette révélation précoce montre que le soutien direct aux proches des soldats tombés n'est pas seulement une mesure humanitaire, mais un signal stratégique qui modifie l'équilibre entre l'État, l'armée et la population, ouvrant ainsi un nouveau cadre d'action que personne n'attendait. Lorsque Ibrahim Traoré arrive au pouvoir en 2022, le Burkina Faso s'enfonce dans une crise multiforme. Villages menacés, cohésion sociale brisée, armée démoralisée, familles abandonnées à elles-mêmes. Le pays, pris dans l'étau de la violence, semble s'approcher d'un point de rupture où chaque erreur pourrait entraîner un effondrement durable. Tout d'abord, la logique dominante repose encore sur l'idée que seule une puissance militaire renforcée pourrait inverser la tendance, alors même que la population se méfie d'une armée perçue comme distante et épuisée. Mais une dynamique différente se met en place sang-sang avec la création du Fonds de solidarité nationale pour la défense. Ce dispositif garantit un filet de sécurité aux veuves, aux orphelins et aux anciens combattants. Et l'effet LAN-TOA du geste dépasse largement la simple compensation financière. Il rétablit un lien moral rompu depuis des années. Les soldats, longtemps oubliés, retrouvent un sentiment d'appartenance, tandis que la société civile redécouvre l'armée comme un corps de citoyens plutôt qu'un outil de guerre. En changeant de perspective, cette initiative fait aussi apparaître un paradoxe. Alors que certains réclament des armes plus sophistiquées et une stratégie strictement militaire, le redressement du moral produit un effet plus rapide et plus visible que n'importe quelle modernisation technique. L'armée devient plus déterminée, la population plus solidaire, et les premiers indicateurs de stabilisation émergent dans un pays encore fracturé. À partir de là, l'enjeu dépasse la seule gestion d'un conflit. Il s'agit de comprendre comment un geste humain ciblé et assumé peut transformer la perception du pouvoir et ouvrir un espace pour reconstruire une nation fragilisée. Dès les premiers mois, un acteur devient la clé pour comprendre l'évolution du pays. Le soldat ordinaire, longtemps relégué à la marge, mais désormais placé au centre de l'attention politique. Dans les villages reculés comme dans les camps avancés, ce soldat devient le miroir des décisions nationales. Lorsqu'il est soutenu, respecté et reconnu,
toute la structure sociale respire autrement. Il est important de noter que la mise en place du Fonds de solidarité nationale pour la défense change rapidement la dynamique. Les familles, autrefois laissées à elles-mêmes, reçoivent un appui tangible qui atténue la peur constante de perdre un proche sans filet de sécurité. Ce simple mouvement l'ANTOA dans les communautés. Les habitants, en voyant l'État assumer cette responsabilité, renouent progressivement avec un sentiment de confiance collective. Parallèlement, l'attitude des soldats évolue. Le moral, autrefois affaibli par l'isolement et l'incertitude, se rétablit lorsque chaque combattant comprend que son engagement ne sera plus oublié. La population, qui percevait l'armée comme une entité distante, recommence à la voir comme un ensemble de citoyens partageant les mêmes vulnérabilités. Cette reconnexion, même fragile, génère un premier effet stabilisateur dans le pays. Inversement, certains critiques demeurent convaincus que ces gestes sont trop symboliques et qu'ils détournent l'attention des besoins tactiques. Pourtant, Trentukdir, les premiers retours montrent que la motivation renouvelée des soldats crée des conditions d'action plus cohérentes qu'auparavant. Ce changement, encore modeste, révèle une réalité souvent négligée. Dans un conflit asymétrique, la cohésion humaine peut produire un impact immédiat, plus rapide qu'une réforme purement technique. Au point crucial, l'effet l'année cumulé de ces gestes précoces montre qu'un leadership centré sur l'humain peut ouvrir une brèche inattendue dans un climat pourtant dominé par la violence. L'événement déclencheur arrive brutalement. Un pays enlisé dans la peur découvre qu'un geste politique peut renverser la dynamique du conflit. Les attaques se multiplient, les villages se vident, les familles se terrent dans le silence. Puis un acte singulier surgit, porté par Ibrahim Traoré, qui choisit de placer la solidarité au même niveau stratégique que la sécurité. Ce choix surprend les observateurs, car il dévie de la ligne militaire traditionnelle et introduit une nouvelle logique d'action. Ensuite, le pays entre dans une phase de recomposition progressive. Les premières distributions de soutien atteignent les familles des soldats tombés. Les veuves reçoivent une aide régulière. Les orphelins accèdent à l'éducation gratuite. Ce mouvement, en apparence administratif, crée une onde de choc dans les communautés et réactive la confiance entre l'armée et la population. Chaque village touché voit renaître une forme de cohésion, modeste mais réelle. Il est important de noter que, sur le terrain, les soldats réagissent immédiatement à ce changement. Ils se sentent vus, considérés, intégrés dans une vision plus large que leur simple fonction de combat. Le moral remonte, les unités se coordonnent mieux, les désertions diminuent lentement mais clairement. Ce regain d'énergie transforme la manière dont les opérations sont menées, les soldats avançant avec une conviction renouvelée, soutenus par l'idée que leur engagement a enfin un prolongement humain. Inversement, une frange de l'élite politique s'alarme de ce déplacement stratégique. Elle réclame plus d'armement, plus de matériel, plus de technologie. Pour elle, la guerre ne se gagne que par la supériorité tactique. Elle accuse cette orientation de Traoré d'être trop émotionnelle, trop sociale, trop éloignée de la réalité militaire. Mais cette critique ne parvient pas à effacer les résultats visibles. Sur le terrain, l'attitude des troupes change de manière tangible. Dans une autre perspective, l'effet du soutien s'étend aux anciens combattants. Les soldats blessés, longtemps abandonnés après leur démobilisation, trouvent enfin un lieu pour guérir, se reconstruire, réapprendre une vie civile. Les centres de rééducation deviennent des espaces où se réparent non seulement des corps, mais aussi des trajectoires brisées. Les familles constatent ces progrès et commencent à voir l'avenir sous un angle moins sombre. Parallèlement, la société civile se réorganise. Les associations locales, inspirées par cette approche centrée sur l'humain, relancent des initiatives de solidarité. Des communautés autrefois divisées par la guerre redécouvrent des formes de coopération. Le lien entre l'État et le peuple, fragilisé depuis des années,
commence à se ressouder morceau par morceau. À l'inverse, les critiques persistent. Elles dénoncent une stratégie qui ralentirait la modernisation militaire. Elles redoutent que cette vision humaniste détourne les ressources indispensables à la lutte contre les groupes armés. Elles affirment qu'un conflit asymétrique exige avant tout des technologies avancées. Mais, Trantugdia, les faits montrent un autre récit. Une armée qui tient mieux, une population qui résiste davantage, un climat social moins fragmenté. Au point crucial, la dynamique enclenchée devient irréversible. Le pays n'a pas encore retrouvé la stabilité, mais il avance. Les gestes humains, cumulés et assumés, créent un socle inattendu pour reconstruire la confiance. Et ce basculement, initié par une décision simple d'Ibrahim Traoré, transforme un conflit apparemment figé en une trajectoire plus fluide, plus ouverte, plus porteuse d'espoir. Le point de départ est clair. Avant les réformes, les familles de soldats vivaient sans filet de sécurité. Puis l'arrivée d'un soutien structuré change brutalement l'équation sociale. Le chiffre de 10 000 familles aidées marque cette rupture. Il montre que l'intervention ne touche pas seulement quelques cas isolés, mais une fraction significative de la population directement liée au front. Ce volume exprime une portée nationale, car chaque soutien mensuel apaise une inquiétude quotidienne profondément enracinée. Le deuxième indicateur majeur apparaît dans la scolarisation de plus de 5 000 enfants de soldats. Ce chiffre ne symbolise pas seulement une aide éducative, il trace une trajectoire nouvelle pour une génération frappée de plein fouet par la guerre. Cette mesure traduit aussi une vision structurelle, car offrir l'école stabilise les familles et coupe le cycle de vulnérabilité. C'est ici que l'on voit comment la stratégie humaniste portée par Ibrahim Traoré sort du simple registre émotionnel pour entrer dans celui de la transformation durable. Le troisième indicateur s'impose à travers les 1500 anciens combattants qui ont réussi à créer leurs propres activités après leur rééducation. Ce nombre, longtemps impensable dans un contexte de guerre active, révèle une mutation qui dépasse le champ militaire. Il montre que rétablir l'autonomie économique redonne identité, utilité et dignité aux ex-combattants. C'est cette combinaison de soins physiques, d'accompagnement psychologique et de réinsertion qui recompose le lien entre armée et société, là où régnait auparavant une fracture profonde. Il est important de noter que ces indicateurs ne fonctionnent pas isolément. Roland 3 va se renforcer mutuellement. Le soutien aux familles améliore la cohésion sociale. La scolarisation ouvre un avenir plus net pour les orphelins. La réinsertion des anciens combattants réduit la marginalisation et nourrit l'économie locale. Ensemble, ils forment un triptyque qui modifie en profondeur la dynamique du pays. Parallèlement, la perception de l'armée change. Les soldats voient dans ces chiffres plus qu'une politique, une reconnaissance concrète de leur engagement. Le moral remonte, la coordination des unités s'améliore et le sentiment d'abandon diminue nettement. Cette remontée du moral devient un levier opérationnel, même sans modernisation technologique massive. Inversement, les critiques persistent, affirmant que ces chiffres détournent l'attention des enjeux militaires. Mais les données montrent un effet que la modernisation pure ne produit pas à court terme, une stabilisation du tissu social autour d'un socle de confiance. Et c'est précisément cette confiance qui permet aux opérations militaires de s'inscrire dans une dynamique plus cohérente. Au point crucial, les trois indicateurs, 10 000 familles, 5 000 enfants, 1 500 un ancien combattant, formant une ligne de force, ils prouvent que la stratégie choisie ne repose pas sur une intuition, mais sur des résultats mesurables. Et cette progression, en basculant d'un état de vulnérabilité structurelle vers une résilience partagée, inscrit durablement la marque d'Ibrahim Traoré dans l'évolution du pays. Deux visions s'affrontent dès que la stratégie d'Ibrahim Traoré prend forme. La première,
porté par ses partisans, affirme que placer l'humain au centre, soutenir les veuves, scolariser les orphelins, réhabiliter les anciens combattants, crée une cohésion indispensable dans une guerre asymétrique. Pour eux, la force morale n'est pas un supplément, mais un pilier stratégique. Elle restaure la confiance, renforce la solidarité nationale et transforme chaque soldat en acteur conscient d'un projet collectif plus vaste que le simple maintien du front. Il est important de noter que cette approche met en avant les résultats visibles, un moral meilleur, une population moins fragmentée, une armée plus soudée. Ces éléments, difficiles à quantifier autrement que par l'évolution du climat social, apparaissent pourtant dans la transformation des attitudes sur le terrain. Les soldats avancent avec une détermination retrouvée. Les familles, en recevant un soutien régulier, cessent de se sentir abandonnées. Les anciens combattants, réinsérés et accompagnés, brisent le cycle de marginalisation qui alimentait la déstabilisation sociale. Inversement, l'opposition développe un contre-argument structuré. Elle insiste sur le fait qu'une guerre longue exige une montée en puissance technologique et matérielle. Selon elle, prioriser les familles ou les anciens combattants détourne les ressources financières d'objectifs tactiques immédiats. Elle craint qu'un excès d'humanisme ne fragilise l'armée face à des groupes armés mieux équipés, capables de frapper vite et fort. Cette vision repose sur un raisonnement classique. Seule la supériorité militaire garantit la sécurité. Parallèlement, ces critiques rappellent que moderniser l'armée est indispensable dans le Sahel, une région où les menaces évoluent rapidement. Elle redoute qu'une stratégie centrée sur l'humain ne suffise pas à contenir une violence aussi diffuse. Elles accusent même cette orientation d'être trop symbolique pour produire un impact durable dans un contexte aussi brutal. Au point crucial, la réponse aux critiques se trouve dans les faits déjà observés. La cohésion restaurée, la motivation accrue et la confiance retrouvée créent une base opérationnelle que les équipements à eux seuls ne peuvent produire. Ce n'est pas une négation de la modernisation, mais une donnée supplémentaire. Sans un socle humain solide, aucune stratégie matérielle ne peut tenir longtemps. Et c'est précisément ce socle que la démarche d'Ibrahim Traoré consolide en priorité. Un choix change tout. Il est important de noter que, au milieu d'un pays encore marqué par la peur, un geste inattendu d'Ibrahim Traoré reconfigure discrètement la trajectoire du conflit. Là où l'on s'attendait à une escalade militaire, une décision plus humaine s'impose. Gouverner au plus près des soldats, partager leurs conditions de vie et replacer la solidarité au cœur de l'action publique. Ce déplacement d'attitude, bien que discret, modifie la perception du pouvoir dans les camps comme dans les villages. Parallèlement, une scène change la lecture nationale. Un repas simple partagé avec les troupes, loin des caméras, devient pour beaucoup le symbole d'un leadership qui refuse la distance. L'effet l'âne-toi dépasse largement le geste lui-même. Il restaure un respect perdu, réactive la confiance et renforce la détermination des soldats. Inversement, certains y voient un acte purement symbolique, insuffisant pour répondre aux menaces armées. Pourtant, Traintuc dit, l'impact psychologique est immédiat. Les unités gagnent en cohésion et la population redécouvre un président présent, exposé, engagé. Au point crucial, ce moment marque un tournant. L'humanité assumée devient un levier stratégique, dévoilant une facette du conflit que les approches strictement militaires n'avaient jamais réussi à saisir. Il est important de noter que, au niveau national, les réformes amorcées sous Ibrahim Traoré produisent une réorganisation silencieuse mais tangible. Le soutien aux familles des soldats tombés au combat réduit l'insécurité sociale qui minait la cohésion. Les veuves retrouvent une stabilité minimale, les orphelins accèdent à l'éducation et la méfiance envers l'État diminue.
Parallèlement, la société civile réactive ses réseaux de solidarité, créant des ponts entre régions autrefois isolées par la guerre. Cette cohésion nouvelle n'efface pas le conflit, mais elle resserre les liens et stabilise l'armature sociale du pays. Très Kinte, l'impact se déploie d'abord par les anciens combattants réinsérés. Près de 1500 d'entre eux ouvrent des activités dans l'artisanat, l'agriculture ou la mécanique, injectant une énergie économique inattendue dans les zones fragilisées. Cette diversification locale, bien que modeste, réduit la dépendance aux circuits classiques et crée des microcentres de résilience. Les familles bénéficiaires des programmes sociaux consomment plus régulièrement, stabilisant les petits marchés. En contraste, l'idée d'une armée uniquement consommatrice de ressources se transforme progressivement. Elle devient un acteur indirect de revitalisation économique. Pour la population civile, l'effet le plus notable reste psychologique. Le geste de solidarité de l'État retisse une confiance rompue. Les communautés, voyant les familles de soldats réellement soutenues, perçoivent l'armée comme un corps de citoyens plutôt que comme une entité distante. Ce changement d'image apaise les tensions internes, surtout dans les zones touchées par les violences. À partir de là, la perception du conflit se reconfigure. Au lieu d'un face-à-face permanent entre civils et institutions, une logique de coopération émerge. La solidarité devient un langage commun, facilitant la reconstruction des villages et l'accueil des soldats démobilisés. Au niveau régional, la transformation se fait sentir dans la manière dont le Burkina Faso est perçu par ses voisins. Le pays, autrefois défini par l'instabilité, commence à incarner un modèle alternatif de gestion du conflit, un modèle où l'humain devient un levier stratégique. Les partenaires du Sahel observent avec attention cette approche car elle contraste avec les réponses militarisées habituelles de la région. Parallèlement, la cohésion interne renforcée réduit l'espace de manœuvre des groupes armés, rendant certaines zones moins vulnérables à l'infiltration. Inversement, les critiques extérieures persistent, doutant de la pérennité de ce modèle dans un contexte violent. Au point crucial, l'ensemble de ces effets sociaux, économiques, civils et régionaux montre que la stratégie humaniste assumée par Ibrahim Traoré transforme le pays au-delà du terrain militaire. Le conflit reste là, mais la nation se recompose. Et cette recomposition crée une base nouvelle, fragile mais réelle, pour envisager une trajectoire moins dominée par la peur et davantage ancrée dans une solidarité active. Dans la trajectoire la plus probable, le pays poursuit une stabilisation progressive, fragile mais réelle. Les mécanismes de soutien aux familles continuent à fonctionner, les anciens combattants renforcent leur réinsertion et l'armée maintient un moral élevé. Il est important de noter que la cohésion sociale demeure le principal moteur de cette amélioration. Les communautés s'organisent mieux et les tensions internes diminuent. Cependant, les zones rurales restent vulnérables et la menace terroriste, bien que contenue, persiste en périphérie. Ibrahim Traoré avance sur une ligne étroite où chaque avancée peut être remise en cause par une poussée de violence ou une crise locale. Dans la version la plus favorable, l'effet cumulatif des réformes produit une accélération inattendue. Les initiatives de solidarité s'étendent, les anciens combattants créent davantage d'activités et le tissu social gagne en densité. Parallèlement, l'image de l'armée continue d'évoluer. Elle devient un acteur social reconnu, ce qui réduit significativement les tensions entre civils et militaires. Les villages regagnent en stabilité, permettant aux forces de sécurité d'améliorer leur coordination. Ce scénario ouvre la possibilité d'une modernisation progressive soutenue par la cohésion retrouvée, créant ainsi un modèle inspirant pour d'autres pays du Sahel. Inversement, la détérioration reste possible si les pressions terroristes s'intensifient ou si les ressources financières se resserrent.
Une succession d'attaques pourrait faire vaciller le moral des soldats et épuiser les familles, créant à nouveau un sentiment d'abandon. Dans ce cas, la solidarité construite au fil des mois pourrait se fissurer. Les critiques politiques reprendraient de l'ampleur, accusant la stratégie humaniste d'être insuffisante face à la violence croissante. Le pays pourrait alors retomber dans un cycle d'instabilité où les gains sociaux et psychologiques fondraient rapidement. À partir de là, l'enjeu stratégique réside moins dans le choix d'un scénario que dans la capacité collective à préserver les leviers qui ont déjà montré leur efficacité: cohésion, confiance, soutien circulaire. La réflexion utile consiste à se demander comment ancrer ces acquis même dans l'incertitude. Car mot nation qui investit dans ces liens humains, comme l'a initié Ibrahim Traoré, possède une marge de manœuvre plus large que celle qui dépend uniquement de la force militaire. Pour une partie du public, groupe A, ceux qui observent la politique avec distance, les réformes menées depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré rappellent qu'un pays ne se reconstruit pas seulement par des stratégies, mais par des gestes capables de rétablir la confiance. Cette idée touche particulièrement ceux qui, sans être directement confrontés à la guerre, sentent que la stabilité collective dépend de la manière dont une nation traite les plus vulnérables. Pour groupe B est composé de familles, de travailleurs et de jeunes cherchant un repère, l'histoire résonne autrement. Le soutien aux veuves, la scolarisation des orphelins et la réinsertion des anciens combattants deviennent des exemples concrets de ce que la solidarité nationale peut produire lorsqu'elle est assumée. Ces spectateurs y voient un modèle qu'ils peuvent appliquer dans leur propre environnement. Entraide locale, engagement associatif, accompagnement de proches fragilisés. Parallèlement, groupe C, formé de ceux qui vivent dans des zones plus exposées ou instables, perçoit dans cette trajectoire une source de réassurance. Ils savent que la guerre fragilise non seulement les institutions, mais aussi les liens humains. Voir ces liens se recomposer, doucement mais sûrement, allège une partie de leur anxiété quotidienne. Le fait qu'un leader choisisse d'être présent auprès des soldats, d'assumer publiquement la dimension humaine du conflit, donne une tonalité différente à leur perception du risque. À partir de là, la question centrale pour le lecteur devient simple. Quelles actions individuelles, même modestes, peuvent permettre de prolonger cette dynamique? Une conversation avec un voisin isolé, un geste de soutien envers une famille touchée, une participation à un projet local peuvent sembler minimes. Nyingmo Nation se reconstruit précisément à partir de ces micro-engagements. Et c'est en additionnant ces gestes que la vision amorcée sous Ibrahim Traoré peut trouver un écho bien au-delà des cercles politiques. Pour transformer l'élan actuel en trajectoire durable, une feuille de route claire s'impose. Il est important de noter que cette loterie n'ajoute rien de nouveau au réel. Elle organise simplement ce qui fonctionne déjà, afin d'éviter que les acquis ne se dissipent. Assurer la continuité du Fonds de solidarité nationale pour la défense permet de stabiliser les familles de soldats et d'ancrer la confiance restaurée. En maintenant ce socle, l'État sécurise les résultats déjà visibles et empêche un retour brutal au sentiment d'abandon. Les initiatives qui ont permis à 1500 ex-combattants de retrouver une activité doivent être étendues. Ce prolongement consolide le lien entre armée et société en transformant des trajectoires autrefois brisées en vecteurs économiques locaux. Parallèlement, multiplier les interactions simples, dialogue, appui communautaire, visite de terrain, réaffirme le modèle de proximité incarné par Ibrahim Traoré. Cette présence visible réduit la méfiance et maintient l'effet psychologique positif observé depuis plusieurs mois. À l'inverse, sans coordination, les initiatives civiles risquent de s'essouffler. Mettre en réseau les associations, villages et acteurs locaux permet d'éviter la dispersion et de donner une cohérence nationale aux élans solidaires. À partir de là, la boucle ouverte en pétadis trouve sa réponse.
La résilience d'un pays dépend moins de l'incertitude future que de sa capacité à préserver les liens qui le tiennent ensemble. Formaliser cette culture par l'éducation, le discours public, les gestes quotidiens transforme une stratégie ponctuelle en réflexe durable. Au moment de refermer ce récit, une image revient, celle du soldat ordinaire, motif discret mais central depuis le début. Celui qui, dans P4, incarnait le lien fragile entre l'État et la population, devient ici le symbole d'une nation qui cherche encore son équilibre. Il est important de noter que sa présence silencieuse raconte mieux que n'importe quel discours ce que signifie reconstruire un pays meurtri. Reconnaître l'humain là où trop longtemps ne subsistait qu'une logique de survie. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ce soldat n'est plus une silhouette anonyme dans la poussière du conflit, mais le point d'ancrage d'une solidarité assumée. Les familles qu'il laisse derrière lui, les communautés qui l'entourent et les gestes qui le soutiennent composent une trame nouvelle tissée au cœur d'un pays encore instable mais déjà transformé. Parallèlement, cette métamorphose intime éclaire un principe simple. Lorsque la cohésion renaît au niveau le plus humble, elle diffuse vers l'ensemble du corps social. Et dans ce mouvement, la résilience cesse d'être un concept pour redevenir une expérience partagée. Au point crucial, une phrase s'impose, brève et précise. La solidarité crée la force durable. Dans un pays où chaque geste compte, l'histoire récente du Burkina Faso rappelle que la solidarité n'est pas un slogan, mais une force sociale capable de transformer le quotidien. Il est important de noter que les réformes menées sous Ibrahim Traoré ont montré qu'un simple choix, soutenir les plus vulnérables, peut redessiner la manière dont une nation se relève après des années de fracture. Ce mouvement, né de l'humain, dépasse le cadre politique. Il devient une forme d'engagement collectif où chacun peut jouer un rôle, même modeste. Parallèlement, partager ces trajectoires, discuter de leurs enjeux et comprendre ce qu'elles impliquent pour l'avenir ouvre un espace où la réflexion devient une action en soi. En vous engageant dans cette conversation, en laissant un commentaire ou en échangeant vos perspectives, ban gop fanduitri nip solidarité d'un lantois. À partir de là, une question demeure, simple mais essentielle. Quelle part de cette solidarité souhaitez-vous incarner dans les mois à venir?